Un boom de popularité durant les années 90 propulse le yo-yo du rang de jouet pour enfants à celui de hobby pour adolescents. Pas une propulsion énorme, mais une propulsion quand même. Comme tout ce qui connaît un boom dans les années 90, à l'exception du rap, le yo-yo est ensuite soigneusement délaissé par les foules pour retomber entre les mains de gens très seuls et très passionnés. Une communauté de taille modeste était née. Nous sommes en 2010. Les gens qui font du yo-yo existent toujours. Plus surprenant encore, ils organisent des compétitions, chaque année sans faute depuis 1992. Le titre le plus honorifique auquel aspirer est évidemment celui de champion du monde de yo-yo. Au sein de ce microcosme, une figure légendaire se dessine. À 22 ans, un certain Jensen Kimmit gagne inlassablement toutes les compétitions régionales. Il semblerait que la neurasthénie profonde causée par la vie dans une petite ville canadienne se soit chez lui cristallisée en un talent particulier pour ce que les locaux appellent « return tops », le mot yo-yo étant copyrighté au Canada. Son parcours de domination culmine immanquablement par sa performance aux mondiaux de 2010, qu'il remporte avec un panache déconcertant. Ça y est, Jensen a atteint le sommet. Il gagne même de l'argent, enfin un peu, probablement. Mais comme cela arrive aux champions de légende lorsqu'ils atteignent enfin l'objectif de leur vie, quelque chose se brise en lui. Les années passées dans sa chambre à fumer de l'herbe et concevoir des figures lui paraissent soudainement futiles. Ça y est, gagner ne sert plus à rien. Il participe encore aux mondiaux de 2011 et performe avec un certain dédain pour le système de score, puis il disparaît de la circulation. Il reparaît 2 ans plus tard sous l'alias du rappeur Duns Broccoli. Le succès est confidentiel, mais cette entreprise marque un changement essentiel de son identité. Jensen Kimmit n'est plus compétiteur de haut niveau. Il veut être artiste. Épaulé par son fidèle ami, le comique amateur Charles Haycock, il fonde sa marque de yo-yo, Art. Rapidement, Art devient plus qu'une start-up de jouets rotatifs. Jensen dessine. Il se consacre à une production graphique volumineuse, troublante et teintée d'humour noir. D'abord utilisé pour emballer les yo-yo aux formes inédites qu'il conçoit avant de les expédier, ses dessins prennent une importance de plus en plus grande. Il réalise régulièrement des vidéos, qui sont autant des compilations de nouvelles figures que des courts-métrages expérimentaux. Il se moque de l'absurdité de la compétition, et ce faisant, c'est surtout lui-même qu'il caricature. Plus que tout, Jensen déteste la nécessité maladive de désigner un individu supérieur aux autres. L'œuvre de Jensen Kimmit est une sorte de convalescence qui suit la désillusion profonde d'un homme devenu le meilleur au monde dans un des domaines les plus anecdotiques qui soit. Il dessine régulièrement des caricatures anonymes, des visages mutilés aux expressions indéchiffrables, souvent accompagnés d'une courte phrase ou d'un mot. Il se cantonne à rechercher des figures à l'apparence aussi simple et fluide que possible. Pour lui, désormais, une bonne figure est quelque chose que tout le monde doit comprendre. Jeté dans la vie d'adulte, il n'est armé que d'un talent très spécifique pour les trucs à ficelle et d'une volonté désespérée de créer quelque chose. C'est un individu qui me tient à cœur. J'étais enfant lorsque Jensen est devenu champion du monde. J'ai suivi sa vie au fil de mon adolescence, sans jamais vraiment comprendre quoi en retirer. Aujourd'hui, j'écoute de temps en temps les petites conférences qu'il tient sur Instagram, qui ne sont pas tant des conférences que des réflexions tardives et mélancoliques sur le devenir adulte, l'absurdité de son parcours et le peu de tranquillité offerte par l'art. Il parle souvent de Mike Tyson, un champion, déçu, lui aussi. Ah, Kilgore Trout. Comment entamer la présentation de celui qui n'est autre que l'auteur de science-fiction le plus prolifique de l'histoire des États-Unis? Comment aussi expliquer qu'en dépit de 117 romans et près de 2000 nouvelles, pratiquement aucune maison d'édition n'ait été au courant de son existence? Toutes à l'exception d'une, World Classics, qui acceptait régulièrement les manuscrits que Trout expédiait par la poste sans y ajouter d'adresse retour. Se spécialisant dans la pornographie hardcore, la respectable maison d'édition était toujours en quête de matériaux susceptibles d'épaissir quelque peu des revues dont le contenu n'était que graphique. Comment aborder cette œuvre fleuve, dont le flot impérieux a su se maintenir durant l'entièreté de la vie troublée de cette figure ambivalente? S'il n'y avait qu'une chose à dire, acceptons d'abord que les romans de Trout sont l'histoire d'un échec de communication tragique. C'est par exemple le cas de L'imbécile dansant,
un genre de philofable qui conte l'histoire de cet extraterrestre qui entre en contact avec les terriens afin de leur apprendre comment soigner le cancer et mettre fin au conflit armé. Son initiative échoue, car il n'est capable de communiquer qu'en faisant des claquettes et en pétant. Finalement, pas si éloigné d'un certain Frank Herbert, les œuvres visionnaires de Trout sont porteuses d'un avertissement écologique, comme dans Peste à 4 roues, l'un de ses romans les plus largement distribués. Une race d'aliens ayant une ressemblance troublante avec les automobiles Pontiac se nourrit uniquement de combustibles fossiles. Ils sont voués à l'extinction, ne pouvant subsister qu'en détruisant lentement l'atmosphère de leur planète. Une race de voyageurs de l'espace décide alors de sauver au moins un spécimen du peuple condamné. Malheureusement, les voyageurs ne font pas plus de 5 cm de haut, et les œufs des automobiles Pontiac pèsent en moyenne 500 kg. Comme tous les grands auteurs, Trout reste autant inclassable qu'imprévisible. Après Peste à 4 roues, il compose Gilgongo, un roman qui se déroule sur une planète rendue invivable par l'excès de biodiversité. De nouvelles espèces apparaissant à un rythme effréné, les habitants de la planète tentent désespérément d'en amener le plus grand nombre à l'extinction. La nature s'avère cependant trop inventive, et toute vie finit par périr étouffée, sous une couche de pigeons et de cigognes épaisse d'une 30aine de mètres. Quant à savoir si Gilgongo perpétue un genre de message environnementaliste, ou s'il s'agit effectivement du premier roman anti-protection de l'environnement, est une question ouverte. Trout est un de ces esprits trop subtils et délicats pour bien tolérer la vie dans l'Amérique des années 70. Vie qu'il passe principalement reclus, en compagnie de son perroquet. Cadeau empoisonné, son pessimisme exceptionnel aura raison de 3 mariages consécutifs, ainsi que de sa relation avec 2 fils qui disparaissent de sa vie aussi vite que possible. Pour gagner sa croûte, il installe du double vitrage. Sa productivité fabuleuse s'explique avant tout par sa capacité à puiser dans chacune des facettes de son quotidien. Il écrit Bagnalto, critique très actuelle sur le marché de l'art, alors qu'il passe la nuit dans un cinéma X afin d'économiser sur une chambre d'hôtel. Ce géant de la littérature serait-il trop monumental pour être vrai ? En fait, Trout est une invention du romancier américain Kurt Vonnegut. Un de ses amis lui aurait dit un jour « Écoute, Kurt, le truc avec la science-fiction, c'est qu'il est beaucoup plus marrant d'écouter quelqu'un te raconter l'histoire que de lire le bouquin lui-même. » L'anecdote ne précise pas si cette remarque faisait référence au roman de Vonnegut, lui-même auteur de science-fiction. Car ce qui interpelle dans la dynamique entre Trout et son créateur, c'est que les histoires de l'un pourraient parfaitement avoir été écrites par l'autre. Prenons Les Sirènes de Titan, qui racontent l'organisation d'une guerre entre la Terre et Mars par un genre de figure prophétique, omnisciente et vaguement inspirée du président Roosevelt. Abattoir 5, c'est l'histoire d'un optométriste dans la fleur de l'âge qui survit miraculeusement à un crash d'avion et révèle ensuite qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Trout est-il le double littéraire de Kurt Vonnegut ? Je n'irai pas jusque-là. D'abord parce que Vonnegut était décrit comme une personne agréable à vivre, mais aussi parce que la figure de Trout est très irrégulière. Son âge, son apparence et son histoire varient sensiblement d'une œuvre à l'autre. Tout ce qui perdure, c'est ce qu'il partage avec son créateur. Un genre littéraire, la SF, et un sens de l'humour. Pourtant, Trout est presque toujours présent, ou au moins mentionné. Il est autant une figure qui transcende l'univers de Vonnegut qu'un outil littéraire. La perspective troutienne, cette manière succincte de résumer une histoire abracadabrante, est autant une mise en abîme qu'une exposition du squelette même d'un récit. Enfin, Kilgore Trout incarne l'idée la plus profonde que je me fasse du personnage, et illustre tout ce qu'un romancier peut faire de cette idée. Trout est le double, bon, au moins le cousin de l'auteur, si ce n'est une caricature. Il est un outil de narration à la perspective unique, un ressort comique à cause de ses histoires ahurissantes, une figure qui lie entre elles plusieurs œuvres et crée un sentiment de cohérence globale et insoupçonnée. Il catalyse aussi l'esprit d'une génération d'auteurs qui fleurissent dans les marges de la société américaine. Comment ne pas reconnaître un peu d'Exley, de Burroughs ou de Bukowski chez cette figure solitaire et misanthrope qui projette souvent de se suicider en avalant du débouchant pour lavabo. Tout cela, il l'accomplit en restant indubitablement humain. Pour toutes ces raisons, je lui pardonne largement de ne pas exister. Vonnegut aussi, d'ailleurs. À la fin du petit déjeuner des champions, il rend officiellement sa liberté à Trout, jugeant que son personnage l'a bien assez servi. Mostly need to charge cause this living shit is hard and I'd like another start.
Kinda messed up, that's an understatement. Lost my mind in relation to time and spaceships.